Bonjour à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur la chaîne du Figaro TV. Notre dossier du jour est consacré au Salon international du patrimoine culturel. Pour sa 30e édition, il met en lumière l'art déco. On en parle dans un instant. En culture, on s'intéresse à une pièce de théâtre pleine de suspense qui vous plongera dans un univers façon Agatha Christie ou Sherlock Holmes. Ça s'appelle L'heure des assassins et c'est à la Comédie de Paris. Et enfin, on vous propose 3 idées de sortie pour ce week-end. 3 pièces de théâtre en tout genre. On en parle en fin d'émission. La 30e édition du Salon international du patrimoine, c'est en ce moment même et jusqu'à dimanche soir au Carrousel du Louvre. Organisé par Atelier d'Art de France, ce salon accueille chaque année plus de 300 exposants pour s'imposer comme le principal lieu de réflexion sur le secteur du patrimoine, ses enjeux, son actualité et ses défis. Alors pour en parler en plateau avec nous, Cassandre Lermite, vous êtes chargée de communication pour Atelier d'Art de France, et Moon, vous êtes docteur en histoire de l'art et commissaire d'exposition spécialisée des arts décoratifs du XXe siècle. Merci beaucoup d'être présente. Alors, tout d'abord, pour qu'on soit précis et qu'on sache un petit peu quand même de quoi on parle, qu'est-ce que l'Atelier d'Art de France ? Alors, Atelier d'Art de France, c'est un syndicat professionnel des métiers d'art. Il regroupe du coup l'ensemble des professions métiers d'art en France, qui est un secteur du coup qui est encadré et défini par la loi. Et donc, c'est un syndicat qui a pour vocation de développer économiquement le secteur, de fédérer, représenter les ateliers. Donc, Atelier d'Art de France œuvre à la reconnaissance du secteur des métiers d'art auprès des pouvoirs publics et également au développement économique des ateliers en organisant notamment des salons comme la Biennale Révélation au Grand Palais tous les 2 ans, le Salon international du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre, également les salons au Barthes. Et alors, quels sont ces moyens d'action ? Est-ce que c'est justement uniquement ces salons ? Qu'est-ce que vous faites durant l'année, par exemple ? Durant l'année, du coup, on est aussi, le Atelier d'Art de France est aussi copropriétaire du salon Maisons et Objets qui a lieu donc 2 fois par an. À Villepinte, au Parc des Expositions. Atelier d'Art de France a aussi une maison d'édition qui édite des revues et des ouvrages pratiques et des focus sur des artisans d'art. Et on a aussi tout un réseau de boutiques à Paris et en région pour mettre en avant le savoir-faire des métiers d'art. Et alors, cette année, le salon a un thème particulier que vous connaissez bien. On fête le centenaire des arts décoratifs. En quoi est-ce que ce mouvement est particulier ? En quoi est-ce qu'il a des caractéristiques précises ? Est-ce que c'est un savoir-faire typiquement français ? Expliquez-nous. Alors, le style art déco, c'est le style par excellence qui représente le luxe et le savoir-faire français. Et c'est un style en fait qui n'a pas été défini en tant que tel à l'époque même, donc dans les années 1920-1930, dans l'entre-deux-guerres. C'est un thème qui a été forgé plus tard dans les années 60. Oui, dans les années 1960, plus précisément en 1966, d'après le nom de l'exposition qui a eu lieu en 1925 à Paris, l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. C'est l'abréviation du titre de cette exposition qui va donner le nom au style qui se développe donc autour de 1925. Et donc, cette exposition est importante pour définir le style art déco et l'importance de ce style, donc, comme je vous disais, qui montre en fait les savoir-faire d'excellence français des décorateurs de cette période-là. Et cette exposition était un peu comme la manifestation de la combinaison de la nouveauté stylistique avec le savoir-faire d'artisanat d'excellence français, qui s'est montré à cette occasion 1925 et qui s'est ensuite diffusé partout dans le monde. Donc c'est le style excellence français plutôt parisien qui va être diffusé, envié et copié ou développé en s'adaptant dans différents pays dans le monde entier. Donc, oui, parce que c'est un mouvement qui a irrigué le monde entier. En fait, voilà. On parle plus même d'un mouvement artistique plus que d'un style en particulier. Voilà, c'est le premier. C'est un style qui comporte différentes facettes de mouvements artistiques
Et il n'y a pas vraiment un seul style qui peut définir l'art déco. Il y a différentes facettes de l'art déco, puisque c'est le premier style international qui est né à Paris, mais qui s'est diffusé dans le monde entier en s'adaptant à la culture et à la culture artistique de chaque pays où ce style a été adopté. Et alors justement, ce savoir-faire et l'art déco sont mis en avant dans votre événement et ils sont même sur l'affiche de l'événement. C'est un triptyque, un paravent qui met à l'honneur 3 ateliers. Je vous propose de regarder et on commente juste après. Monsieur Guillaume Féot, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous avez œuvré à la création de ce paravent qui nous accueille à l'entrée du salon, c'est bien ça? Exactement, on a participé à cette belle aventure. On a fait la partie centrale du paravent dans lequel on a réutilisé un panneau magnifique que Ruhlmann a fait pour un chantier magnifique à Paris, aux Champs-Élysées, une boiserie assez extraordinaire qu'on a revendue au Louvre à Abu Dhabi. Mais avant la vente, on a fait des empreintes, des bas-reliefs qui nous servent de source d'inspiration pour recréer des matières. Et dans le morceau de paravent que vous avez, il y a un bas-relief dans lequel il y a des cheveux. Et on a repris ces cheveux pour recréer la matière du bas-relief qui est très inspiré des années 30. On sent qu'il y a une influence de la sécession viennoise. On retrouve l'esprit de Klimt un petit peu dans le décor assez magnifique, très 30 de ces bas-reliefs. C'est bien ça, c'est celui-là, cette version-là. C'est celui-là, oui. Et donc, les listes dorées a été repérée par les organisateurs du salon pour être présentées sur l'image. On a eu le privilège d'être sélectionnés pour être sur l'affiche et ensuite sur cette œuvre qui montre aussi la collaboration possible entre différentes entités de travail. On a travaillé de manière presque identique, mais avec une ambiance complètement différente. Donc on garde ce côté très architectural de l'art déco, puisque c'est quand même un petit peu le thème du salon. Mais on a joué sur des particularités. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des palmettes qu'on a déformées. Donc on a en fait créé complètement le verre, on a fait des moules et on a déformé le verre. Ensuite, on l'a repeint pour avoir un espèce de dégradé de gris. Et on a mis de la feuille d'argent. Sur celui qui est sur le paravent, en fait, on a mis de la feuille d'or pour en fait faire écho au travail de Camuset, donc l'autre atelier qui a un pan également. Et ici, on a joué justement avec un jeu de miroir, comme ici, et les parties que vous avez un peu triangulaires, celles-ci, elles vont être tout en volume, ce qui permet d'avoir justement un jeu un peu de miroitement. Et le miroir amène ce côté peut-être plus bijou dans cette grande architecture. Et c'est le vitrail, en fait, que ce soit lui ou l'autre, je l'ai appelé Aeternus, ce qui veut dire en fait éternel en latin. Et parce que pour moi, l'art déco, c'est éternel, c'est intemporel, et qu'au fil des années, au fil du temps, ça ne se démode pas. Je remercie Marine Carbanet et Roland Lesblès qui sont allés interroger ces artisans. Et alors, intemporels, ils le disent justement, tous ces artisans. Comment est-ce qu'ils ont été choisis pour faire cette œuvre ? Alors, c'est vrai, c'est tout à fait intemporel, le mouvement art déco. Ça s'illustre beaucoup dans la création actuelle, que ce soit du coup à travers le patrimoine de restauration, mais aussi de création. Là, il s'agit de trois ateliers qui sont de fidèles exposants du Salon international du patrimoine culturel. Et du coup, au moment de la décision de mettre cette thématique à l'honneur, on s'est renseigné beaucoup sur les chantiers et les réalisations de nos exposants en lien avec cette thématique art déco. Ils étaient très nombreux et du coup, parmi ces réalisations emblématiques, on a ces exposants qui, du coup, à la fois s'inspirent profondément de cette période, la restaurent, et donc on trouvait ça très pertinent de mettre en avant une telle diversité de savoir-faire au cœur de notre affiche. Parce que moi, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on retrouve bien dans ces œuvres que vous avez pu voir le côté art déco? Parce que dans la restauration, finalement, il y a toujours de la création. L'art est toujours en marche, c'est toujours un mouvement en marche.
Oui, bien sûr. Et surtout de manière, du point de vue stylistique, vraiment, on a bien saisi, j'ai l'impression, on a bien saisi les caractéristiques du style art déco, à savoir donc, la stylisation des éléments issus de la nature. Donc, on a parlé de la palmette, par exemple, et aussi la simplification, la la mise en avant des motifs géométriques. Donc, tous ces éléments stylistiques ont été bien, je crois, présentés dans les œuvres de ces artisans. Et alors, ce qui frappe dans ce salon, c'est la qualité de tous les artisans qui sont sélectionnés. D'ailleurs, il n'y a pas que des artisans, on y reviendra un petit peu après, mais je suis obligée de revenir sur la récente actualité, le vol des bijoux de la couronne. Par exemple, est-ce que la couronne pourrait être réparée, parce qu'on a su qu'elle avait été cassée, par les artisans présents sur le salon ? Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet. On a, et sur le salon, donc, qui est complètement indépendant du musée du Louvre, on a une très grande diversité de métiers représentés. En tout, on a du coup plus de 300 exposants sur cette édition et qui représentent plus de 40 métiers. Donc, ça va aller des enlumineurs aux restaurateurs du bâti, en passant par des tanneurs de parchemin. C'est vraiment très large. On a du coup des exposants qui travaillent la joaillerie, des métiers d'art de restauration. Donc c'est tout à fait possible de trouver des expertises, je pense, à même de travailler des pièces d'exception telles que celle-ci. Il y a également des vitriers, par exemple, qui pourraient aider par l'art à la sécurité du musée ? Alors tout à fait, on a des vitriers sur le salon, on en a plusieurs. Du coup, c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment, du coup, dans des architectures patrimoniales, la modernité des savoir-faire arrive à apporter vraiment des solutions techniques dont les professionnels et les propriétaires de biens sont en recherche. Donc c'est la modernité qui s'inspire du passé pour durer dans le temps. En fait, c'est une réelle dimension écologique ce que proposent ces artisans. C'est vrai que par définition, le patrimoine, c'est quelque chose de très durable. C'est vraiment la transmission est vraiment au cœur des enjeux du patrimoine. Le côté, vraiment créer un bien, non pas dans l'optique de sa création pure, mais vraiment dans une démarche de transmission et de valorisation en fait de ces créations. Alors la valorisation, la transmission, l'écologie, c'est des sujets qui touchent particulièrement la jeunesse qui est présente dans ce salon. On voit que l'un des aspects de ce salon, c'est donc la transmission. Je vous propose d'écouter Stéphane Galerno, qui est président d'Atelier d'Art de France, à ce sujet, et on commente juste après. Alors ici, c'est un milieu de gens passionnants et tous passionnés. Alors les métiers passion, c'est très bien, mais on a besoin d'en vivre aussi. Donc il y a un véritable marché autour de la restauration. Soit avec du traditionnel, soit de la haute technologie. Vous avez toute cette diversité sur le salon, parce que le monde évolue, les artisans d'art doivent évoluer avec leur époque, donc au niveau des outils. Par contre, la connaissance de la matière, la connaissance d'un certain nombre de choses historiques, patrimoniales, avec passion, on peut trouver un vrai métier. Il y a des très belles sociétés qui sont là, donc il y a un marché, il y a des choses encore à créer, il y a une modernité peut-être à venir mettre en place au niveau des nouvelles personnes. C'est vrai que toute cette génération de reconversion n'a pas tout à fait la même vision. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent voir qu'est-ce qu'on offre comme formation. La formation, enfin la transmission, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc on a un stand spécifique Atelier d'Art de France avec le campus de Versailles et les autres campus régionaux qui sont présents ici pour renseigner des jeunes qui voudraient se lancer dans les métiers du patrimoine, des personnes en reconversion qui veulent aussi découvrir quelles pourraient être les formations, des gens qui viennent pour des jeunes retraités qui vont vouloir s'investir dans des associations. Donc ici, on a des écoles, on a des centres de formation, on a à peu près toutes les associations présentes sur le territoire qui vont donner des renseignements et pouvoir guider les gens dans leur visite, mais aussi bien professionnels que particuliers. Alors Cassandre Lermite, il parle des professionnels, des particuliers, mais là, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les jeunes. Alors, il parle aussi des jeunes retraités, mais particulièrement les jeunes où il y a une formation. Est-ce que ça attire beaucoup, et particulièrement en ce moment, les jeunes, les métiers manuels ? Tout à fait. On observe beaucoup de jeunes, ne serait-ce que déjà dans les allées du salon, on croise beaucoup de jeunes. C'est vrai que ce sont des métiers, les métiers manuels plus largement, mais les métiers d'art, les métiers du patrimoine qui attirent beaucoup de jeunes, notamment du fait des valeurs en fait, qu'ils incarnent. On a ces valeurs justement d'humanisme, de transmission, vraiment
d'excellence du travail. Donc effectivement, on a beaucoup de demandes. En échangeant avec les exposants, on se rend compte aussi que du coup, ça noue des échanges très très riches entre les professionnels qui peuvent du coup échanger directement sur leur travail et susciter des vocations aussi chez nos jeunes visiteurs. Susciter des vocations, c'est d'autant plus facile. Moi, je me tourne vers vous parce qu'avec l'art déco qui revient à la mode, finalement, l'art déco, ça apparaît comme très moderne. À l'époque, est-ce que ça paraissait déjà comme très moderne? Alors, à l'époque, comme je vous disais, le terme art déco n'a pas été forgé à l'époque même. À l'époque, on le désignait comme un style moderne. Voilà. Donc la modernité est vraiment au cœur de la formation du style art déco. Donc c'était vraiment la quête de la modernité, la quête de la nouveauté qui poussait les artistes à l'époque à créer un nouveau style qui sera défini comme l'art déco. Voilà, donc c'est la définition même du style art déco qui est la modernité. Et selon vous, comment on explique le fait que le style art déco revienne autant dans les tendances actuelles? Je pense que stylistiquement, l'art déco est un style simplifié. La stylisation est poussée à l'extrême et on emploie beaucoup des couleurs vives. Tout cela correspond, je pense, au goût contemporain, au goût d'aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est le hasard de l'histoire, mais la mode revient toujours. Un éternel recommencement. Au commencement, l'art déco, après la Seconde Guerre mondiale, connaît un certain déclin, et ensuite ça revient dans les années 60-70, notamment avec plusieurs grandes expositions organisées à Paris ou aux États-Unis. Ensuite, par les grandes ventes des grands collectionneurs de l'art déco, notamment la collection de Jacques Doucet qui a été vendue dans les années 1970. Jacques Doucet qui est le premier patron des artistes art déco. Et ensuite, les collections de Yves Saint Laurent, Pierre Berger, Karl Lagerfeld ont été ensuite vendues dans les années 80. Donc ça revient dans les années 60, 70, 80. Et aujourd'hui, on constate que voilà, le goût pour l'art déco revient de nouveau. Cassandre Lermite, vous le disiez tout à l'heure, quand vous cherchiez des artisans pour ce fameux triptyque qu'on voit à l'entrée de l'exposition, vous disiez, en fait, on en a trouvé plein qui faisaient du style art déco. Vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre ? Tout à fait, on voit que ne serait-ce qu'à l'échelle du Salon international du patrimoine culturel, on observe vraiment une grande diversité d'exposants et de métiers en lien avec le mouvement art déco. Pour en citer quelques-uns, là pour la première fois sur le salon, on a un éditeur de papier peint historique qui s'appelle Le Grand Siècle qui est présent. Donc c'est voilà, de la réédition vraiment de papier peint d'époque. On a aussi un musée privé qui présente des collections exceptionnelles de robes d'époque art déco, mais ça va aussi passer par de l'ébénisterie d'art, voilà, qui va mettre en avant vraiment des pièces restaurées ou créer, des pièces d'époque art déco restaurées, mais aussi des créations très inspirées qui reprennent ces mêmes codes. Donc on voit que vraiment dans tous les corps de métier, dans différents métiers d'art, cette inspiration reste vraiment présente. Et alors pour l'instant, Atelier Art de France, ça touche principalement l'Île-de-France, si j'ai bien compris, mais ça tend à se développer en région ? Alors, Atelier d'Art de France rassemble vraiment fédère l'ensemble des ateliers, les ateliers d'art sur l'ensemble du territoire français. Le salon du patrimoine culturel, du coup, a lieu à Paris chaque année. Mais Stéphane Galerno, président d'Atelier d'Art de France, a lancé là au mois de septembre les rencontres des métiers d'art du patrimoine qui ont vocation à être du coup des événements organisés pendant les Journées européennes du patrimoine en région, afin de justement fédérer l'ensemble des acteurs du secteur, de permettre la rencontre entre les professionnels, les institutions, les pouvoirs publics, les passionnés, à l'échelle de l'ensemble du territoire. Fédérer et également développer ce savoir-faire exceptionnel que promeuvent vos artisans et le faire connaître largement, faire émerger de nouveaux talents. Et justement, l'un des exposants concentre tous ces talents et réunit particulièrement toutes ces conditions. Il s'agit de Pierre-Baptiste L'Hospital. Regardez, on en parle juste après. Alors le quotidien d'un bottier, bonne question. En fait le quotidien, je ne pense pas qu'il y ait un quotidien vraiment acté. C'est beaucoup de voyages déjà, pour rencontrer la clientèle, les fournisseurs, etc. C'est aussi des moments un peu de solitude dans l'atelier, tout seul, pour travailler sur des projets parce que ça prend beaucoup de temps de faire une chaussure. Pour de l'homme notamment, ça me prend à peu près 120-150 heures entièrement pour un soulier.
pour une paire de souliers. Pour ce travail-là, c'était 600 heures de travail. Donc en fait, le quotidien du bottier, oui, c'est soit des grandes périodes d'atelier, assez seul, soit beaucoup de voyages. Et pouvez-vous me parler de cette création-là? C'est celle-ci qui vous a fait remporter le concours? Alors, en partie, oui. Mais ce projet, au départ, a été fait pour, en fait, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. C'était une commande? C'était pas une commande, non. C'est un chef-d'œuvre. En fait, j'ai fait une école assez particulière qui s'appelle les Compagnons du Devoir et du Tour de France. En fait, c'est une école qui dure entre 7 et 10 ans. Et on a un chef-d'œuvre à faire à la fin. Donc c'est un projet, on a à peu près 4-5 mois pour le faire. Et j'ai réalisé cette paire de bottes pour femmes spécifiquement pour ce projet. Et c'est grâce à ce projet-là que je suis devenu compagnon sous le nom de Alsacien l'amour des Arts. Voilà. Ça, là-dessus, on a alors du bois laqué qui m'a servi de faire le moule, le galbe du pied, un peu comme vous voyez ici. La forme, en fait, c'est la structure de base de la chaussure. Du cuir de veau galbé sur la forme en bois. Et ensuite du croupon, en fait, de la vache, des lamelles de cuir assez fermes qui m'a permis de sculpter ce talon en cuir. Donc en fait c'est que du cuir, et on voit que du cuir là, c'est que du cuir. On a très peu d'utilisateurs, il y a très peu de machines là-dedans. C'est quasiment 100% à la main, que les techniques traditionnelles. C'est allier la tradition, les techniques extrêmement traditionnelles pour un visuel assez moderne. Après, c'est mon jugement. Et parce que c'est l'objet de l'école des compagnons, de n'utiliser que des techniques traditionnelles? Oui. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser que des techniques traditionnelles, mais on reste dans un métier quand même traditionnel, la botterie. Donc, en fait, c'est quand même l'objectif de maximiser nos savoir-faire, bien sûr. Voilà. Eh bien, félicitations. 600 heures de travail, c'est ça? Exactement, tout à fait. 600 heures. Et jamais porté encore. Jamais porté? Jamais porté. Elle se destine à qui? C'est quelle pointure? Parce que moi, je 37. fais du 37. Ah bah voilà, parfait. Nickel. Bon, voilà. Merci. Je vous remercie. Merci. Pierre-Baptiste. Merci. Alors Pierre-Baptiste est bottier, lauréat du prix de la jeune création métier d'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on gagne quand on est lauréat de ce prix? Alors, le prix de la jeune création métier d'art, c'est un prix qui est organisé par Atelier d'Art de France depuis 1960. C'est un prix qui a vocation à mettre en lumière la nouvelle génération d'artisans d'art. Il récompense chaque année des créateurs de moins de 35 ans pour leur savoir-faire d'exception. Donc, quand on est lauréat, on bénéficie d'un accompagnement offert par Atelier d'Art de France et notamment à travers la présence qui est prise en charge sur un de nos salons internationaux, donc que ce soit la Biennale Révélation, le Salon international du patrimoine culturel ou le Salon Maisons et Objets. Et le but, en fait, c'est vraiment de permettre à des jeunes créateurs de rencontrer leur marché, de rencontrer la profession, de pouvoir échanger à ce sujet. Donc c'est une opportunité en or pour eux. Exactement. Et alors, vous avez vu les images, est-ce qu'on retrouve un petit peu de style art déco dans les créations de ce bottier ou pas du tout, là, pour le coup? Du point de vue stylistique, je ne dirais pas forcément, mais cet esprit de la recherche de l'excellence du métier d'art, oui, ça rejoint l'esprit de l'art déco qui privilégie justement le savoir-faire, l'exception. L'excellence à la française. L'excellence à la française. Effectivement, à l'exposition de 1925, il y avait plusieurs pavillons qui mettaient en avant des savoir-faire spécifiques. Par exemple, la ganterie. Il y avait un pavillon dédié à la ganterie. D'accord. Ouais. C'est original, ça. Oui, c'est original. Notamment la ganterie de Grenoble, qui était l'un des grands centres du grand de luxe à la française, avec la peau de chevreau extrêmement fine. Il y avait un pavillon pour la soierie de Lyon, évidemment, et la rubannerie de Saint-Étienne. Donc il y avait plusieurs, la porcelaine pour Limoges, pour le pavillon de Limoges, et l'émail sur cuivre également, qui fait partie des savoir-faire d'excellence de Limoges. Donc il y avait plusieurs pavillons, plusieurs sections qui étaient spécifiquement dédiées à différents métiers d'art qui représentent différentes régions françaises. Voilà. Donc c'est passionnant, ça concerne l'ensemble du territoire. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que Pierre-Baptiste, on a pu parler avec lui et il m'a raconté qu'en fait, à la base, il était sur les bancs de la fac de droit, il ne trouvait pas tellement sa voie. Et en fait, c'est des copains qui lui ont parlé des compagnons. Et c'est un peu comme ça qu'il a trouvé sa voie et qu'il en est là où il est brillamment. Aujourd'hui, j'imagine que des histoires comme ça, vous devez en avoir pas mal sur le salon.
Oui, il y en a beaucoup. Il y a vraiment ces effets aussi coup de cœur pour des métiers ou pour des rencontres. Effectivement, on a un autre lauréat du concours Atelier d'Art de France, qui est un concours régional qui récompense un artisan d'art chaque année, qui également, dont les œuvres sont exposées au Salon du patrimoine culturel. Lui, il est enlumineur. Il expose aux côtés d'une doreuse, restauratrice de tableaux. Et en fait, tous les deux, ils ont eu un coup de cœur en fait, pour leur métier. Elle s'appelle Héloïse Nice. Elle était passionnée par le château de Versailles quand elle l'a découvert. Et suite à ça, de fil en aiguille, elle a cherché des formations. Elle a découvert le métier de doreur et c'est de là qu'est partie sa passion. Et aujourd'hui, elle est récompensée donc, par le concours Atelier d'Art de France, qui est une très, très forte distinction dans le secteur. Donc c'est un bel aboutissement et puis qui part au départ de ce coup de cœur. Alors justement, je reviens à l'idée de ce salon. Qui peut y aller? Est-ce que c'est ouvert aux particuliers, aux professionnels? Est-ce qu'on peut y aller ou est-ce qu'il faut un certain budget? Est-ce que c'est accessible à tous? Racontez-nous pour les téléspectateurs qui auraient envie d'y aller. Alors le salon est vraiment ouvert à tout le monde, professionnels du patrimoine comme passionnés. En tant que professionnel, vous pouvez rencontrer de nombreux acteurs pour monter des projets pour différentes solutions. Vous avez vraiment l'ensemble des corps de métier. En tant que particulier, si vous êtes propriétaire de biens, c'est une mine d'or pour trouver du coup des professionnels pour répondre à vos besoins. Et en tant que passionné du patrimoine, vous avez vraiment une offre aussi de démonstration qui est faite par les exposants sur le salon, qui permet vraiment de plonger dans les coulisses des métiers d'art, de découvrir aussi bien l'art de la dorure que de la gravure héraldique. On peut revenir sur ce qu'est la dorure héraldique, peut-être? Oui, alors la gravure, c'est donc on a un exposant qui est là depuis les tout débuts du salon, qui s'appelle Denis Ortola, qui exerce un métier très très rare, donc qui est graveur héraldique, qui réalise du coup des gravures sur donc des blasons sur des chevalières notamment, et donc il réalise des démonstrations sur le salon. Donc ça nous permet de voir un petit peu déjà la précision de ce travail incroyable. Et puis de voir son application. En effet, on va avoir de la dorure. On a les meilleurs ouvriers de France aussi qui sont présents, qui réalisent des démonstrations, des meilleurs apprentis de France également. On va avoir des démonstrations de tapisserie aussi sur le salon. Donc ça va vraiment être très large et ça vous... Donc en tant qu'amateur passionné de culture et de patrimoine, c'est toujours très intéressant de venir à la rencontre des professionnels. Et puis si vous êtes à la recherche de formation, de vocation aussi, tout à fait, c'est l'occasion parfaite. Donc c'est ça, donc on peut venir si on veut une chevalière, mais on peut aussi également venir, par exemple, si on a des enfants qui s'intéressent aux métiers manuels, c'est l'occasion de leur faire découvrir peut-être des métiers auxquels ils n'auraient jamais pensé ou qu'ils ne connaissent peut-être même pas, c'est ça? Exactement, tout à fait. On a pu faire le constat, on a croisé des enfants qui étaient en admiration devant une créatrice qui fait de la peinture sur verre et qui est vitrailliste. Et c'est vrai que c'est fascinant en fait de découvrir ces gestes et c'est un métier auquel on n'aurait pas forcément pensé de prime abord. Ça permet de le découvrir. Mais ça touche aussi les institutions, c'est-à-dire que là, on a parlé des particuliers, mais les institutions, par exemple, je le disais tout à l'heure, mais le musée du Louvre peut faire appel à vous ou aux personnes présentes sur ce salon pour réparer la couronne ou réparer n'importe quelle œuvre d'art. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une telle offre que, en effet, les institutions peuvent tout à fait venir échanger avec les exposants, que ce soit pour des solutions techniques, en effet, tout ce qui va être ouverture, tout ce qui va être aussi des solutions acoustiques. On a par exemple une entreprise qui s'appelle Bassois Acoustique qui a réalisé du coup toutes les finitions acoustiques de la Bourse de commerce pour la collection Pinault. Donc ça va vraiment être un éventail très très large. Un éventail très très large et d'ailleurs on peut même trouver des éventails sur le salon pour tous les prix. Il me semble que j'ai vu passer un éventail en organza qui était sublimissime. Est-ce que ça touche tout le monde? Est-ce que là ça touche vraiment une niche de personnes, les éventails? Alors ça, je ne saurais pas vous dire exactement, mais effectivement, en fonction des matières, en fonction du temps de travail, d'énormément de choses, les prix varient. Mais voilà, je vous invite du coup vraiment, en fonction de vos besoins, de vos envies, à discuter avec les exposants pour pouvoir échanger là-dessus. Donc c'est un salon qui animera le cœur de tous ceux qui aiment le beau, le vrai, le Made in France principalement, ou en tout cas l'excellence. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce sujet. Donc le Salon international du patrimoine culturel, c'est jusqu'à dimanche au Carrousel du Louvre. On passe tout de suite à la partie culture.
L'heure des assassins, c'est le titre de la nouvelle pièce de Julien Lefebvre qui se joue à la Comédie de Paris. Après le succès du Cercle de Whitechapel, Le Voyageur du crime, Julien Lefebvre récidive avec une nouvelle comédie policière riche en rebondissements, dont l'action se situe au début du XXe siècle, dans l'univers feutré d'un célèbre théâtre londonien. Alors pour en parler en plateau avec nous, Ludovic Laroche, vous êtes metteur en scène, et Pierre-Arnaud Juin, vous êtes l'un des acteurs de la pièce. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Avec toi. Alors pour nous plonger dans l'univers de la pièce, qui est quand même assez feutré, je pense qu'on a besoin de se mettre dans l'ambiance, d'avoir bien en tête l'intrigue qui se joue. Je vous propose de regarder la bande-annonce et on commente juste après. La réussite est une chose étrange. Voyez-vous, ce soir, je signe mon retour triomphant en Angleterre. Tout le gratin de Londres sera là, et pourtant, il y aura bien un grand absent. Moi, Philippe Somerset. Vous ne me verrez pas, car ce soir, je vais mourir. Oh, détrompez-vous. Non, ça ne me fait pas plaisir du tout, ça n'était pas prévu. C'était une si belle soirée, si prometteuse. J'étais entouré de gens que j'aimais. Ma sœur chérie, Catherine. Hartford, mon bras droit. L'administrateur du théâtre, si loyal. Mon assistante de direction, si dévouée. Georges, le critique littéraire le plus engagé d'Angleterre. Et pourtant, mon meurtrier est forcément parmi eux. Alors qui m'a assassiné? Je trouverai, monsieur Somerset. Faites-moi confiance. Je trouverai. Merci, Doyle. Et si c'était vous? Et si c'était simplement mon heure? Ludovic Laroche, ça donne envie d'aller voir la pièce. C'est vous qui l'avez fait, cette bande-annonce, enfin du moins qui l'avez écrite? En partie avec quelques-uns de mes petits camarades et puis surtout avec Eli Rapp aussi qui a écrit le scénar. Et on essaye toujours d'être un peu cohérent. À chaque fois que nous avons monté ce cycle policier, il fallait une cohérence entre le résumé, en tout cas la bande-annonce et puis le spectacle. Voilà. Donc on était très heureux d'aller tourner. D'ailleurs, ça s'est tourné au théâtre Édouard VII. Voilà, et c'est bien sûr tourné par une équipe professionnelle. Formidable. Ouais, vraiment, on a de très bons souvenirs ensemble avec Pierre. Et ça remonte déjà à pas mal de mois. 3 ans, 2 ans. Déjà 3 ans, effectivement, qu'on a tourné ici. Voilà. Et à chaque fois qu'on a fait des teasers pour les 3 pièces, puisque c'est la 3e pièce d'une trilogie, on cherchait à faire des films et pas à faire des extraits de pièces. Oui, c'est ça. C'est vraiment un truc qui donne envie d'y aller. Qu'est-ce qui se passe dans des décors naturels? Oui, parce que comme on retrouve à chaque fois les personnages, que ce soit Conan Doyle, Bram Stoker ou Georges Bernard Shaw, c'est un peu feuilletonnant. Et donc on s'est dit, autant rester un peu sur un mode série télé. Oui, c'est vrai que là, on voit vraiment la bande-annonce d'un film. Mais alors, la différence entre ce qu'on voit dans cette bande-annonce et la scène, c'est que la pièce se joue uniquement dans une seule pièce. Oui, c'est un vrai huis clos. Un vrai huis clos avec un espace-temps unique également. Espace-temps. Espace-temps. Un beau mot. 1h30. Vous deviez le poser. Non, on n'a pas fait de pari idiot comme ça. 1h30 de pur mystère, effectivement, dans cet appartement salon londonien, dans une grande tour qui s'appelle la Tour Somerset, où on va retrouver le fameux Somerset gisant sur le balcon. En fait, d'ailleurs. Oui, on va le retrouver, le pauvre, oui, c'est-à-dire on va le retrouver en tout cas mort sur le balcon, gisant dans la neige, voilà, et on se demande qui a pu bien le tuer, voilà, tout simplement. Ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais c'est vrai que l'intrigue commence comme ça. Et l'intérêt pour nous, effectivement, à l'instar des 2 autres spectacles, ce sont des huis clos, mais là, on est dans un temps réel. Donc, les spectateurs suivent cette aventure en même temps que nous. Voilà. Justement, j'allais vous poser la question, comment, en tant que metteur en scène, on adapte une pièce qui se fait dans une seule salle? Comment est-ce qu'on n'ennuie pas le spectateur? Est-ce que c'est la lumière, le son, la musique, l'intensité du jeu? J'imagine que tout y passe, finalement. Déjà l'auteur. Hein. Ouais. Déjà l'auteur, bien sûr, le texte. Beaucoup de choses, le texte. En général, on nous dit souvent, un succès, c'est avant tout, c'est 3 choses, c'est une bonne histoire, 2, une bonne histoire, et 3, une bonne histoire. Et là, je crois qu'il y a une bonne histoire. Effectivement, Julien Lefebvre a écrit ce 3e opus en nous connaissant notre travail. Il connaissait aussi beaucoup d'acteurs du spectacle, donc du coup,
c'est très pratique pour lui d'écrire pour des acteurs qu'il connaît. Vous connaissiez tous déjà? Oui, depuis le début de l'aventure. En fait, juste quelque chose, pour aussi, c'est la 3e pièce d'une trilogie, ce qui est logique. Même si on prépare la 4e d'une trilogie, ce qui est étrange. Mais donc on a eu le premier, comme vous l'avez dit, le cercle de Whitechapel, un deuxième, les Voyageurs du crime, et le 3e, avec toujours les 3 auteurs anglais qui étaient là. Est-ce qu'il faut avoir vu les 2 précédentes pour voir celle-ci? Pas du tout. Non. Non, le seul lien, effectivement, le fil conducteur, c'est retrouver ces 3 personnages. Voilà, donc à chaque fois, les pièces se terminent avec une vraie fin. Et voilà, donc c'est une sorte de... C'est pour ça que j'appelle ça du théâtre feuilletonnant. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut imaginer une suite, on aimerait qu'il y ait une suite. C'est pour ça d'ailleurs que l'auteur nous l'a proposé. Au début, on ne savait pas du tout que ça allait fonctionner. Et ça marche vraiment très très bien. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Non, mais on peut les voir indépendamment, parce que chaque histoire a son début, son enjeu, son climax, sa résolution, ses mystères. Et en même temps, pour ceux qui ont déjà vu les 2 premiers, il y a une fidélisation avec les personnages, comme sur les feuilletons, tiens, où ils en sont dans leur amitié, dans leurs intrigues amoureuses. Voilà, il y a une évolution, on a plein de spectateurs qui voient les 3, parce qu'ils s'attachent aux personnages. Donc on fait du feuilleton au théâtre, quoi. Et pour répondre, juste pour répondre à votre question, l'essentiel pour nous dans cette pièce-là, L'heure des assassins, c'était surtout d'avoir une vraie cohérence, une crédibilité au niveau de l'histoire, vraiment, parce que comme tout se tient en 1h30 de temps, s'il y a le moindre, il faut que ce soit suffisamment compliqué pour le spectateur qu'il se perde sans trop non plus. Sans qu'il ait envie d'abandonner parce que c'est trop compliqué. Voilà, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. En fait, vous, en tant qu'acteur, vous n'avez aucun temps mort pendant 1h30, puisque tout se joue dans la même. Il y a juste un mort sur le balcon, mais nous, on n'a pas le temps mort, non. Non, il n'y a pas. De toute façon, on n'a jamais le temps mort sur scène, mais là, c'est vrai que c'est tendu du début à la fin. Ouais, une vraie pièce collégiale. Mais on passe quand même un bon moment. Ah bah, j'espère. Vous êtes tendu pendant 1h30. Bah, si vous nous avez fait venir, c'est peut-être que vous avez passé un bon moment. Non, j'ai passé un très bon moment. Et puis dans la mise en scène, ce qui est bien, c'est se dire que on essaye d'amener à la fois la tension dramatique avec l'aspect, enfin, toute la lumières, chronologie, notamment la lumière qui baisse au fur et à mesure. Alors, ça, ce sont des effets, effectivement, à la fois les costumes, les décors et autres, ou sur le son aussi qui compte énormément, mais je dirais aussi l'humour. Voilà, on aime bien souffler un peu le chaud et le froid, c'est important. Voilà, donc on est vraiment dans l'ambiance de ce qu'on peut retrouver parfois chez Agatha Christie, dans de très bons films. Ou moi, je compare souvent avec un film qui était vachement bien, qui s'appelait À couteau tiré. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, on est un peu là, dans ce type d'aventure. Alors ça tombe bien que vous parliez des inspirations, parce que Pierre Arnaud Juin, vous êtes le bras droit du personnage principal, qu'on ne voit jamais, en fait, finalement. Ah, le bras droit du personnage. Oui, pardon. Tu cherchais le bras droit. En fait, je suis le bras droit du cadavre. C'est ça, mais en fait, on le voit jamais, mais on en parle tout le temps. C'est un peu comme dans En attendant Godot de Beckett, on parle tout le temps d'un homme qu'on ne voit jamais. Donc l'idée, il est aussi là-dedans, le suspense, c'est qu'on a envie de connaître cet homme qu'on ne connaîtra jamais, puisque de toute façon, il est mort. On le connaît par les histoires racontées à son sujet par les différents personnages, donc parfois avec des biais qui sont les biais des personnages. Il est très présent. Il est tout le temps là. Parce qu'il est aussi sur le balcon. Donc dans la scénographie, on voulait aussi à la fois montrer l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de relief et de mise en espace volontaire. Donc du coup, sachant qu'il est sur le balcon, on en parle beaucoup. Et il y a également son portrait sur la cheminée, ce qui fait qu'on l'identifie assez rapidement. C'est pour ça que je me permettais de parler de Beckett, parce que quelles sont les inspirations de l'auteur pour écrire ça? Est-ce que c'est Agatha Christie? Est-ce que c'est les Sherlock Holmes? Où est-ce qu'il puise tout. Alors vraiment, je crois que d'abord, c'est un grand spécialiste de Sherlock Holmes, d'Arthur Conan Doyle. Il est passionné par les écrits de Doyle. Et puis alors après, par tout simplement aussi l'époque victorienne. Grand spécialiste de la Grande-Bretagne de 1850 à 1910. Et ce qui fait que là, il y a une richesse énorme avec tout un contexte historique. Là, en plus, on passe, par rapport aux 2 autres spectacles, cette pièce dit beaucoup de choses aussi du contexte historique. Nous passons à l'ère des gentlemen. Oui, on voit Churchill, par exemple, qui est très présent. Qui est jeune à l'époque, dont on parle, et qui va monter les échelons. Mais là, on parle de l'avènement de la bourse aussi, enfin, un nouveau type d'économie. C'est l'ère des gentlemen qui passe à l'ère des banquiers. Voilà. Voilà. Et lui... Une petite intrigue politique derrière, en fait. Oui, et l'ère du charbon qui passe à l'ère du pétrole. Exactement. Et vous vous êtes servi de ces inspirations pour votre jeu d'acteur, par exemple? Vous avez regardé tous les Sherlock Holmes, lu tout. Non. Alors moi, je fais pas Sherlock Holmes du tout. Oui. Non, mais en fait, ça fait quand même 10 ans qu'on vit avec Sherlock Holmes, avec Conan Doyle, avec. Pas trop dur. Pour moi, c'est l'enfer, mais non. Et donc, on est nourri de ça. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que cet auteur-là, moi, je lui ai donné ma confiance en tant qu'acteur. Je sais que ce qu'il nous amène, c'est riche,
cette matière-là nous suffit presque. Enfin, en tout cas, pour ces personnages-là. Moi, je ne fais pas un personnage historique, hein, je fais un personnage de fiction. Oui, mais justement, est-ce que ça a été difficile de rentrer dans ce jeu ou pas du tout? Vous trouvez que, par exemple, vous ressemblez à votre personnage? Ah, mais je suis le personnage. Je suis américain. Parce que je suis américain. Ah oui, d'accord, ça suffit. Ah oui, ça fait tout. Non, mais je suis américain. Non, ma famille est à moitié américaine. Donc pour moi, bien. rentrer dans la peau d'américain, j'avais mon grand-père. J'entends bien, mais alors quelles sont les qualités, les défauts d'un américain? Je ne sais pas, en tout cas, il est pragmatique, c'est business. Hein, le business, et voilà. Donc c'est le personnage du business, c'est le bras droit, c'est l'homme actif, c'est celui qui résout les difficultés. Vous êtes parfait en fait finalement. Et je suis parfait et assez génial. C'est l'homme du présent, l'homme moderne, contrairement à Conan Doyle, Shaw et Stoker, qui sont les hommes du 19e et moi du 20e. Oui, il y a une vraie différence. Alors on n'en dit pas plus sur l'intrigue, hein, parce que c'est important. Il ne faut pas spoiler, voilà. Bien sûr. Voilà. Et puis effectivement, pour Conan Doyle, le personnage moi, que j'interprète déjà depuis presque 10 ans, c'était plus une inspiration à la fois effectivement, des aventures de Sherlock Holmes, mais à la fois Sherlock Holmes et Watson. Donc j'ai fait une sorte de élémentaire, obviously. Bravo. Mais donc vous aussi, vous êtes un passionné de Sherlock Holmes finalement pour avoir. Je le suis devenu. Ouais, moi j'adorais le policier. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup le thème du policier, que ce soit dans la littérature, au cinéma, à la télévision. Il y a énormément de possibilités et d'œuvres qui sont à la fois, comment dirais-je, transposées, ou qui sont adaptées, ou qui sont même inventées. Ouais. Et c'est vrai qu'au théâtre, il y en avait très peu. Et il y a quelques adaptations comme ça théâtrales, comme Le Limier, il y a... je crois, Piège mortel, pardon, qui avait été monté par Nicolas Briançon il y a quelques années, je crois. Mais c'est vrai que là, ce sont vraiment de vraies créations, même si on reprend des personnages qui sont des véritables icônes, parce que c'est vrai que Sherlock Holmes, ça parle énormément. Je crois que c'est peut-être le héros de la littérature, toutes les générations, et mondialement connu. Je mets peut-être James Bond avant. Mais si vous réfléchissez, il y a très peu de héros comme ça de la littérature. C'est le premier auteur policier. Ouais, je crois. Avant, on n'avait pas. Mes souvenirs avec les Lagarde et Michard en littérature en terminale, il n'y avait jamais des auteurs de polar. Moi, j'adorais les Lagarde et Michard. Ben oui, c'est formidable. Mais est-ce que vous aviez déjà croisé un auteur de polar dedans? Je crois pas. Et non plus, même pas au XXe siècle. Peut-être dans le dernier, ceux du 19e, 20e. Mais Simenon, peut-être un peu, il n'y a même pas. Il y a d'autres choses passionnantes dans les Lagarde et Michard. Mais c'est un autre sujet. Mais alors, une question qui m'intéresse, comment est-ce qu'on fait un bon suspense dans une pièce de théâtre? Quels sont selon vous les ingrédients qui permettent de tenir en haleine le spectateur? Alors ça, je pense que Julien pourrait davantage répondre à notre place, mais avec l'expérience, on s'est rendu compte que c'est surtout essayer dès le départ de mettre des fausses pistes et une histoire de faux semblants. C'est-à-dire qu'en fait, ne pas croire forcément ce qu'on nous raconte au départ. Voilà, ça, ne pas croire ce qu'on voit. Oui, voilà, ne pas croire ce qu'on voit, exactement. Ce que dit souvent Conan Doyle, d'ailleurs, il le dit, il faut rarement se laisser berner par son imagination. Et donc, c'est vrai que Julien, comment il a travaillé les trois opus, je pense qu'il y a des recettes comme ça, et on retrouve souvent un petit peu les mêmes choses, notamment dans les Colombo, parce que les Colombo, il y a eu énormément d'histoires qui ont été écrites autour de cet inspecteur, et c'est vrai que voilà, il y a comment dirais-je, il y a le jeu du chat et de la souris entre le soi-disant criminel et l'inspecteur, mais après il y a plein de variantes, et donc en fait on n'invente jamais rien. Donc là il s'est inspiré parfois, on se réinvente. Oui, on se réinvente ce qui existe déjà. Je crois. C'est difficile de monter une vraie intrigue policière, parce que souvent on se dit ah ben voilà, celui qui est par exemple l'enquêteur, c'est celui finalement qui est l'assassin. Donc ça c'est un des... Ou la femme, c'est toujours voilà, par exemple, il y a toujours des personnages types, mais le but c'est de se servir des clichés. Quoi. Exactement. Et là, vous avez raison entièrement de dire cela, c'est là où nous sommes dans les clichés. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, il y a des évidences apparentes pour Conan Doyle, qui d'ailleurs va se tromper. Voilà, je peux au moins dire ça. Mais on n'en dit pas plus. Un héros qui se trompe, c'est formidable. Voilà. Un héros qui se trompe, c'est formidable. Je vous laisse le dernier mot. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon suspense? Un bon suspense, L'heure des assassins, la Comédie de Paris. En sachant qu'il y a une autre histoire qui arrive bientôt, Les Aventuriers de minuit, avec Jules Verne en prime. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien, ça promet. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette pièce. L'heure des assassins, c'est donc à la Comédie de Paris, dans le 9e arrondissement, jusqu'au 5 janvier. 5 janvier, et on en est à plus de 120 000 téléspectateurs, mais spectateurs. Oui, et au théâtre, c'est formidable. Eh bien, on vous invite évidemment à aller voir cette pièce. On passe tout de suite à votre chronique du vendredi. Par ici, les sorties.
Par ici les sorties, c'est la chronique qui va vous faire sortir ce week-end en suivant les conseils de Bernard Batkin. Et ce week-end, Bernard, vous nous proposez 3 pièces de théâtre, mais très différentes. On a Le Bourgeois gentilhomme au théâtre Antoine, on a Inconstance, Inconstance, c'est un jeu de mots parce que l'actrice, elle s'appelle Constance. C'est ça. C'est Inconstance et on va savoir pourquoi. C'est ça, au théâtre des Mathurins. Et enfin Dolorès au La Bruyère. Alors on va commencer par cette dernière Dolorès. C'est au théâtre donc La Bruyère. Dans cette pièce, la comédienne Virginie Lemoine met en scène la vie de Sylvain Rubinstein, un résistant au parcours hors norme, c'est bien ça? Ah oui, alors la pièce paraît un peu étrange, un peu surréaliste, on n'y croit pas, on se dit mais comment ça a pu se passer? Et en fait c'est une histoire vraie, c'est à partir d'une histoire vraie. C'est dans les années 30, il y a des jumeaux, un frère et une sœur, ils sont passionnés de danse et de flamenco, ils deviennent archi célèbres quasiment dans le monde entier grâce à leur spectacle de flamenco. Et ces années 30, la montée du nazisme, et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement la sœur Dolorès disparaît. Et là c'est une enquête, le frère va mener... Il y a du suspense un peu. Oui, enfin c'est un suspense un peu triste, hein, mais c'est vrai qu'il y a du suspense. Elle disparaît, parce que c'est quand même la montée du nazisme. Donc je vous laisse faire un peu l'idée. Et lui va mener l'enquête, il veut savoir où est sa sœur, où elle est, si elle est vivante, morte, qu'est-ce qui se passe. Et il mène l'enquête, et jusqu'à un point, je ne vais pas tout vous raconter, mais il découvre quelque chose qui lui donne quand même l'esprit et l'instinct de vengeance. Donc il va vouloir se venger de quelque chose. Et c'est toute cette histoire-là qui est racontée dans la pièce, qui est agrémentée de musique, parce que ça chante, de danse, parce qu'il danse le flamenco, et puis cette histoire qui nous fait voyager dans le temps, parce qu'on le voit, lui, vieux, bien plus tard, et qui nous raconte dans un vieux café, il est là, il raconte ses souvenirs, et il le joue, lui jeune, lui vieux, enfin ça mélange tout ça, et ça c'est grâce à la magie de la mise en scène aussi, et puis la direction d'acteur de Virginie Lemoine, qui sait avec pas grand-chose, et ça c'est la magie du théâtre, hein, je trouve. Magie du théâtre, c'est-à-dire que on a notre rôle de spectateur, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, on l'imagine. Donc là, avec une table, 2 chaises, on peut être à Berlin, on peut être à Londres, on peut être à Paris. Donc on voyage en plus à travers la pièce. Oui, on voyage dans le temps, on voyage dans l'espace. Donc ça, c'est magique. Et je trouve qu'au théâtre, je trouve que c'est la magie du théâtre, c'est ça par rapport au cinéma. Au cinéma, par exemple, on vous impose une image. Et maintenant, avec toutes les nouvelles technologies, on est partout, Ça a aussi ses avantages. Oui, ça a ses avantages, bien sûr, mais c'est très différent. Je trouve que ça bloque un peu l'imaginaire. On nous impose une image, alors qu'au théâtre, il n'y a peut-être pas grand-chose. Quelquefois, il y a des grands décors. Mais là, il y a très, très peu de choses. Et on voyage quand même. Et tout ce qu'on ne voit pas, on l'imagine et on l'invente. Donc, on a notre rôle à nous, notre rôle de spectateur. Alors là, ça mélange un peu donc danse, flamenco, en même temps montée du nazisme, en même temps enquête. Ça mêle énormément de choses. Oui, énormément de choses dans un tout petit espace. Mais c'est réussi. Mais c'est très, très, très réussi. Et qui peut aller voir ce genre de pièce? C'est pas accessible aux enfants, j'imagine? Non, les enfants, ça ne va pas tellement les passionner. Il faut avoir déjà un peu un goût de l'histoire, aussi pour l'histoire. Pour l'histoire avec un grand H. Non, des enfants de 12 ans, ça va leur plaire. Hein, ça va leur... Ah, donc quand même assez jeune, 12 ans. Oui, assez jeune. Oui, moi, à 12 ans, j'étais très grand déjà. Vous étiez déjà très mature. Vous étiez précoce. J'ai l'impression que j'avais 40 ans. Non, quand même pas. Non, pas tout à fait. Non. Mais c'est un très bon spectacle, hein, vraiment. Vraiment, qui mélange tous les arts, et ça, c'est magique. D'accord. Et alors, la deuxième pièce, elle est aussi magique, Inconstance, donc on en parlait tout à l'heure, au théâtre des Mathurins. Voilà, l'Inconstance, donc c'est un petit jeu de mots avec Constance. Constance, c'est l'actrice qui joue ça, qui vient de l'humour, enfin c'est une humoriste, qui a eu énormément de succès grâce à la télévision, l'émission de Ruquier, elle passait beaucoup dans les émissions de Ruquier. Après, elle a fait beaucoup de seul en scène, beaucoup de spectacles d'humour, beaucoup, et puis beaucoup de tournées, des spectacles, et puis un jour, paf, le trou noir. Le burn-out. Oui. Voilà, mais terrible. Donc c'est une histoire vraie. Ah, c'est une histoire vraie, c'est son histoire. Elle ne peut plus monter sur scène, et les tournées sur la scène se transforment en tournées hôpital psychiatrique. Non, ça paraît triste comme ça. Ah oui, c'est pas gai là ce que vous me racontez. Non, mais attendez la suite. Non, mais hôpital psychiatrique, les cliniques privées, l'hôpital, jusqu'à ce qu'on trouve quand même de quoi elle souffre. Donc elle est bipolaire. D'accord. Voilà. Donc une fois qu'on a trouvé, c'est plus facile à soigner aussi. Sauf qu'elle a gardé son sens de l'observation, son sens de l'humour et son petit carnet avec son petit crayon. Et donc elle l'a
tous ces voyages comme ça dans des hôpitaux et ailleurs, elle a noté, les voisines de chambre, les anecdotes, les médecins, la folie des médecins, la prof de yoga qui est absolument hallucinante, parce qu'ils font des cours, voilà, d'art-thérapie, enfin, elle a noté tout ça. Et puis quand elle va mieux, elle va même très très bien, et elle en a fait un spectacle. Elle nous raconte tout ça sur scène, donc elle fait tous les personnages. Mais c'est pas trop violent? Je veux dire, tout le monde peut aller le voir si on n'est pas très bien. Est-ce que ça va pas... Ah non, au contraire, je trouve. Ah mais non, ça libère. C'est un message d'espoir, c'est un message de vie. Elle a transformé le gris en lumineux. Et elle est très drôle, hein. C'est une actrice qui est extrêmement drôle. Et elle le fait tellement bien qu'on se dit, si elle s'en est sortie... Alors, par exemple, si vous allez mal, vous allez mal, vous y allez, vous dites, elle s'en est sortie, moi, je vais pas bien, je peux m'en sortir aussi. Donc, non, vraiment, c'est un spectacle optimiste. D'accord, donc à une époque, en plus, où le burn-out, malheureusement, existe de plus en plus, la parole s'est libérée dessus. Finalement, c'est un spectacle d'utilité publique. Ah, d'utilité publique. Et là, le burn-out, en fait, c'est pas seulement sa profession, c'est aussi, il y avait un fond qu'il fallait trouver. Donc, il y a cette maladie qui est là, qui permet de savoir qui elle est. Et là, j'ai l'impression, c'est l'impression que ça donne sur la scène, c'est que ça lui fait un plaisir fou de renouer avec sa passion, c'est-à-dire le théâtre, et de nous faire partager toutes ces folies, toute sa folie, entre guillemets, enfin, ses folies à elle, et ses folies drôlatiques. Et alors, la dernière pièce que vous nous conseillez, alors là, on est sur du beaucoup plus classique, mais pas trop. Je vous propose de regarder légèrement la bande-annonce pour comprendre pourquoi je dis que c'est du classique, mais pas trop. On regarde, on commence juste après. Comprendre. La bande-annonce est représentative de ce qu'on voit sur scène, parce que c'est quand même du grand classique, le Bourgeois gentilhomme. Là, on n'est pas sur du classique. Non, le texte reste là. Et fidèle fidèle. Moi, j'étais un peu surpris parce qu'ils ont un peu raccourci la pièce. Par exemple, il y a une grande scène avec le maître d'armes, il y a le maître de philosophie, le maître d'armes, le maître à danser, qui se disputent, tout ça a disparu. Je sais pas, le maître d'armes a dû être blessé pendant les répétitions. Je ne sais pas, non, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, il a disparu. On ne sait pas pourquoi. Pour que la pièce soit un peu plus courte, pour un acteur de moins. Elle dure combien de temps, la pièce? La pièce, elle dure 2 heures quand même. 2 heures. Donc, c'est une comédie-ballet. D'accord. Très, très, très connue. Bon, c'est une des comédies ballet, enfin, une comédie de Molière la plus connue. Et Jean-Paul Rouve, donc on a très envie de savoir ce qu'il va faire de ce bourgeois gentilhomme. Surtout que tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse un peu un remake des Tuches. Et c'est pas du tout le cas. Alors, c'est quoi? Il fait un bourgeois gentilhomme, un peu un grand enfant, un peu capricieux. Parce qu'il est bourgeois gentilhomme, finalement, assez fidèle. Oui, mais un peu niais, que cela est bien dit. Oui, il n'est pas forcément niais. Là, il a un appétit de la vie et il veut découvrir la vie. Il veut découvrir les choses qu'il ne connaît pas. Donc c'est comme un enfant un peu, un enfant qui apprendrait à lire, qui apprendrait à écrire, qui apprend à danser, il veut tout bouffer, et puis ça va pas assez vite parce qu'il veut aller vite. Alors ça va pas assez vite, donc il se met en colère et puis après il est un peu grincheux. C'est un peu régressif en fait, presque. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Je trouve que... Mais c'est pas déplaisant, hein. Il le fait très, très bien. Hein. Ça, Jean-Paul Rouve est formidable. Après, il y a une distribution, il y a beaucoup de rôles. Donc, il y a une distribution un petit peu bancale. Tout le monde n'est pas, je trouve, à la hauteur. Il y a un décor qui paraît là dans la bande-annonce formidable, je l'ai trouvé un peu tristounet, un peu pauvret, pour un bourgeois gentilhomme, pour un bourgeois qui veut avoir du luxe. Bon, je trouvais le décor, ils n'ont pas tout mis dans le décor. Il y a les parties dansées qui sont un peu hip-hop, les décors sont très très drôles, très amusants, les décors des danseurs sont pas formidables. J'ai l'impression de dénigrer un peu le tout, mais et les spectacles on s'embarque totalement dans la folie, et c'est très réussi, c'est quand il y a la turquerie.
C'est la dernière partie du spectacle, quand il va devenir grand Mamamouchi et tout ça. Et là, on se laisse embarquer. Et ça, c'est très très drôle, avec des comédiens formidables qui l'entourent. Par exemple, Madame Jourdain est incroyable. Je ne veux pas faire des sélections, mais Madame Jourdain est incroyable. Le valet est formidable. Et puis le maître de philosophie, qui est aussi dans la turquerie, il est irrésistible. Donc tout ça fait une soirée quand même assez dynamique et assez joyeuse. Et ça permet, par exemple, si on veut y aller en famille, de faire découvrir le Bourgeois gentilhomme à ses enfants. Alors, je sens que vous aimez bien aller au théâtre en famille. Mais je trouve ça important pour faire découvrir aux enfants le théâtre. C'est toujours sympa de les amener à des pièces qu'ils peuvent voir et qui sont accessibles. Alors, là, 6 ans, c'est 7 ans, enfin 7 ans pour aller au théâtre, bien sûr. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont un peu raccourci, pour que le très très jeune public puisse venir. Mais le public va découvrir Molière, va découvrir Jean-Paul Rouve, et ils vont adorer. Eh bien super, nous on adore et on vous souhaite d'aller voir et de sortir ce week-end à Paris. Merci beaucoup Bernard d'être venu nous présenter ces 3 sorties à Paris. Merci à Marie-Amélie, Richard, Marine Carbalet, Riyad et François et l'ensemble de la régie d'avoir construit cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi avec Victoire Secora et vous souhaite une très bonne soirée sur la chaîne du Figaro TV.